Bonjour et bienvenue dans Trait pour Trait, votre podcast BD qui passe aussi à la télé, sur Watch, sur les box bien sûr, Orange, Free, Bouygues. Vous pouvez nous retrouver sur le site, sur la chaîne YouTube bien sûr de Trait pour Trait, sur le site de Trait pour Trait et sur BD Boom. Bonjour Laurent. Oui, BD Zoom. BD Zoom. BD Boom. BD Boom, c'est quand on était à Bois, mais justement, c'était la transition. Aujourd'hui, on est à Angoulême, absolument. Alors, donc, le festival bat son plein, c'est formidable. Et on a la chance, alors là, on a une émission 100% féminine. Et le festival, d'ailleurs, est très féminin cette année, puisqu'il a récompensé une mangaka pour son grand prix. Elle s'appelle Rumiko Takahashi. Et alors, c'est une, on va dire, elle fait plaisir à notre génération. C'est Juliette Je t'aime, c'est tout ce qui est du Club Dorothée. Ouais, et donc, voilà. Alors, j'espère qu'elle viendra l'année prochaine. Ce serait formidable. Qu'on aura la joie de l'accueillir dans l'émission. On aura la joie de l'accueillir dans l'émission, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on reste dans le domaine franco-belge, franco-français, enfin, comme on veut, un peu franco-belge, puisqu'il y a du Jean Dufaux qui n'est pas là, mais qui est représenté par sa dessinatrice, Béatrice Tillier. Bonjour. Bonjour. Donc, Béatrice est la dessinatrice de La Complainte des Landes Perdues, troisième cycle, dont elle nous parlera d'une histoire de sorcière, de choses comme ça. C'est un petit peu, voilà. Et alors, dans un genre totalement différent, mais totalement différent au niveau narratif, sans doute, mais pas forcément au niveau graphique. Ce serait intéressant de les voir discuter. On a Léa Razé qui vient de sortir les Crocs. Bonjour. Et Léa Mazé, pardon. Bonjour Léa. Bonjour. Et qui vient de sortir les Crocs qui a eu le prix de la jeunesse ACBD, des critiques. Hein. Tout à fait. Et très très apprécié, c'est à la Gouttière. Oui, tout à fait. Hein, c'est ça. Voilà, bon, je vais enlever le chapeau, je suis un peu ridicule. Non, t'étais bien avec ton petit chapeau. Ouais, bon. Voilà, on a Angoulême. Hein, alors voilà. Angoulême, d'ailleurs, pour vous, c'est quoi Angoulême? C'est quoi Angoulême? Alors pour moi, c'est pardon. C'est mon tout premier festival, puisque j'avais participé quand j'étais lycéenne au concours de la BD scolaire. Et du coup, j'étais venue jusqu'au festival. On était invités, oui, et puis on déjeunait avec des auteurs et ce genre de choses. Formidable. Voilà, c'est et des alors, souvenirs. Quand on passe de l'autre côté de la barrière, qu'on est auteur, comment ça se passe? C'est chouette. Non, c'est vraiment chouette. Puis du coup, ça correspond aussi à la réalisation d'un rêve, d'un objectif de jeunesse, quoi. Depuis toujours, vous avez voulu faire de la bande dessinée? Depuis, assez petite, J'ai toujours dessiné plus ou moins. Parce que c'est vrai que tout le monde dessine quand on est jeune, et puis après on oublie un petit peu en tant qu'adulte. Je ne peux pas souvenir d'avoir beaucoup dessiné. Par contre, j'adore voir les dessins. Alors, c'est le principe. Hein. Et puis alors surtout les dessins, effectivement, de Léa et de Béatrice. Pareil, la bande dessinée, c'est depuis tout jeune? Ah oui. Le premier souvenir, c'est l'école maternelle. Je faisais déjà des petits découpages, des petits cahiers avec des petites histoires dedans. Moi, j'étais vraiment, vraiment accro au dessin et à la BD en particulier. Oui. Alors, comment on choisit de faire de la bande dessinée? Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans le dessin. Comment on vient à la bande dessinée, Béatrice? C'est à force d'en lire surtout, parce que je lisais énormément de BD, j'allais piquer les BD de mes parents, j'allais à la bibliothèque, je passais mes samedis entiers à aller prendre des albums à la bibliothèque, donc j'en lisais beaucoup. Comme je dessinais, je racontais mes petites histoires aussi de mon côté, après je les faisais lire aux copains et les copines en classe. Après c'est le journal de l'école dans lequel on publie les premières publications. Que vous avez gardé d'ailleurs? Ah oui, moi je garde tout. Je suis un peu compulsif, je garde tout. Et puis après, c'est on est entraîné dans les études à continuer à faire des arts graphiques, du dessin. Et puis les rencontres font sur les salons qu'on rencontre d'autres auteurs et on se dit finalement c'est un métier, c'est pas que une passion. On peut en vivre et on se lance. Voilà. C'est formidable, avec une belle carrière et qui évolue sans cesse. Et donc aujourd'hui, on va parler de La Complainte des Landes Perdues. Il y a 3 cycles dans La Complainte des Landes Perdues. Tout à fait. Il y a un premier cycle qui est dessiné par Grégor Rosinski, un second cycle qui est dessiné par le défunt Philippe Delaby, et puis arrive donc ce troisième cycle qui en fait est une préquelle. Hein. C'est finalement, ça va se lire ensuite dans le désordre, puisque finalement c'est le début de la saga. Et alors comment êtes-vous arrivé dans cet univers? Alors vous travailliez déjà avec Jean Dufaux? Oui, c'est ça. Oui, sur le Bois des Vierges. Mais en même temps, c'était pas forcément évident de continuer sur La Complainte.
En fait, on a eu un petit accident de parcours sur le Bois des Vierges qui a fait que pendant un an, on était en période de flottement parce qu'on ne savait pas où allait être réédité notre album. Donc, on réfléchissait à d'autres projets ensemble et on en est venu à parler de la complainte et du fait que le cycle était consacré aux sorcières. Moi, j'aimais beaucoup cet univers-là, j'aimais beaucoup l'ambiance, le traitement qui avait été apporté à ces cycles-là. Et j'ai proposé à Jean, pourquoi pas la suite de complaintes. Et il a trouvé que l'idée était séduisante et ça s'est fait comme ça. Mais vous l'aviez proposé en vous disant c'est pas pour moi, enfin il ne voudra pas. Non, je pensais surtout qu'en fait, il allait proposer à d'autres auteurs avec qui il travaillait. Je voulais surtout pas marcher sur leur plate-bande, donc j'ai demandé innocemment est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un de prévu sur ce cycle-là, et comme en fait, il n'en était pas question pour le moment. Voilà, l'idée a fait son chemin. Donc c'est le deuxième volet d'un cycle qui comportera combien d'albums ? 4 tomes, comme les autres. Oui. Et donc on est aux origines de Complainte des Landes perdues. Racontez-nous un petit peu donc, le récit. C'est vraiment la genèse, c'est-à-dire qu'on voit l'émergence des sorcières qui commencent un petit peu à sortir de leur retraite. On met en place comme ça tous les pions sur l'échiquier et on va avoir en fait la naissance de l'ordre des chevaliers du pardon. Parce que les sorcières, il y a un problème de succession, les sorcières, c'est ça ? Oui, elles ne sont pas toutes d'accord sur la façon de sortir au grand jour. Il y en a qui veulent continuer d'œuvrer dans l'ombre, d'autres qui au contraire veulent prendre le pouvoir et placent, manipulent les dirigeants pour commencer à fomenter les rébellions ou leur pouvoir, pour que leur pouvoir puisse s'étendre. Alors vous, votre partie, c'est effectivement la partie graphique, mais vous avez l'habitude de travailler avec Jean Dufaux, on l'a dit. Comment vous travaillez ensemble ? Il vous laisse un petit peu de liberté ou alors il est très strict ? Une très grande liberté en fait, puisqu'il a un scénario qui est assez précis à la base, mais après tout ce qui est mise en scène, gestion des personnages et des décors, là j'ai carte blanche. Ce qui fait que il y a une base solide sur laquelle s'appuyer et puis je brode autour. D'accord. On reviendra sur le graphisme tout à l'heure, mais je voulais demander à Léa, elle travaille toute seule. Oui, pour ces deux albums-là, oui. Mais chez Dargaud, j'ai aussi un album qui s'appelle Elma une vie d'ours avec Ingrid Chabert au scénario. Et alors donc vous avez testé, alors vous avez une carrière courte pour l'instant, forcément, mais en tout cas jeune carrière. Mais vous préférez vous travailler toute seule ou alors avec un scénariste ? Je trouve que les deux sont intéressants en fait, puisque toute seule, c'est vrai que je m'amuse bien à faire et le scénario et j'ai vraiment toute la conception dans la tête. Mais en même temps, là, l'expérience avec Elma une vie d'ours. Ça m'a permis aussi d'aller un peu dans un univers que je n'aurais pas forcément construit moi-même et donc de m'amuser aussi graphiquement avec au final l'univers de quelqu'un d'autre, l'univers scénaristique, et donc de tester d'autres choses, notamment graphiquement. Donc l'histoire se passe beaucoup dans la nature et du coup ça m'a permis vraiment de graphiquement m'amuser là-dessus, alors que les crocs qui est fait en parallèle, c'est plutôt urbain et donc ça se passe dans un cimetière, donc ça voilà. En fait, il y avait deux univers. Les crocs, le prix jeunesse à CBD, et il faut dire que c'est donc le premier volet d'une trilogie, c'est ça qui est prévu, hein ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors dans les crocs, on retrouve quoi ? Des enfants dont les parents gèrent un cimetière, hein ? Oui, c'est ça. Ils sont entrepreneurs de pompes funèbres. Et donc, c'est une drôle d'idée, quand même. Parce qu'ils rencontrent certaines difficultés, d'ailleurs, aux jeunes enfants. C'est ça, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'idée que c'est un corps de métier qui est courant, très courant même. Et donc, moi, je voulais me questionner un peu sur comment des enfants qui évoluent dans cet univers-là peuvent le vivre, et notamment avec les problématiques de pré-ado qu'il peut y avoir au début du collège. Une vraie violence scolaire. C'est ça, avec en évoquant le harcèlement scolaire, le fait qu'ils peuvent mal le vivre, qu'ils peuvent même vivre un isolement qui est plus général
par leur comportement. Donc c'est pas forcément des enfants sages, donc ils vont se mettre aussi à dos les profs, avec les parents c'est compliqué aussi. Ça fait beaucoup quand même, hein, les pauvres là. Ouais, ils passent un sale début d'année. Donc comme ils s'ennuient, en fait, ils se retrouvent plus ou moins dans les pattes du gardien du cimetière, c'est ça, hein, c'est le graveur. Le graveur, le graveur des tombes qui lui dit mais non, mais en fait ce cimetière est magique, quelque part il y a un mystère, il faut le trouver, regarder, etc. Et puis finalement, plus l'histoire avance, plus on s'aperçoit que c'est peut-être vrai, et on se laisse complètement embarquer. Alors c'est de la bande dessinée jeunesse, mais toujours avec une double lecture, donc on arrive, nous adultes, à rentrer dedans, et puis finalement on se demande, quel est le mystère de ce cimetière. Et évidemment c'est sur ce cliffhanger insupportable que se conclut le premier volet. Oui. Alors la suite, non, on va pas la dire quand même. Non, je ne peux rien dire. Oui, c'était vraiment l'idée. Ce qui m'a intéressé dans le scénario, c'était donc de construire la trilogie pour qu'il y ait vraiment des effets de suspense, des effets d'attente entre les tomes, de pouvoir aussi jouer avec le lecteur qui puisse peut-être faire sa propre enquête dans le livre, pourquoi pas relire, voir s'il y a des choses qu'il a loupées ou ce genre de choses. Et donc de construire chaque tome aussi avec sa propre dynamique, quoi. Alors Angoulême, là c'est l'occasion de rencontrer plein de lecteurs. Quelles sont les questions que les lecteurs vous posent? Est-ce qu'il y a des questions d'abord en dédicace ou les gens sont là, disent rien? Ça dépend des personnes, hein. Il y en a qui viennent justement et qui ont accumulé des questions tout au long de la lecture et qui bouillent d'impatience d'avoir les réponses. Il y a pas mal de questions autour de la technique. Alors on va parler justement. Voilà. Oui, qui s'intéressent à la façon dont c'est fait, surtout quand c'est des couleurs un peu spécifiques ou une manière de travailler un petit peu à l'ancienne. Ils sont très curieux à ce niveau-là. Oui. Léa, pareil? Oui, moi on me demande beaucoup, c'est quand est la suite, quand sortira la suite. Et puis oui, c'est vrai, plutôt des questions par rapport à la technique qui est utilisée et puis au temps que ça met aussi de faire une bande dessinée, ce genre de choses. Alors justement, la technique, Béatrice, vous avez modifié par rapport à vos différentes autres séries. Comment vous avez évolué? Comment vous travaillez particulièrement sur Complainte? Alors sur Complainte, je me suis rapprochée un petit peu de ce qu'avait fait Philippe Delaby. Donc j'ai mis en couleur à l'aquarelle et l'ancrage au feutre, donc beaucoup plus fin que l'ancrage que j'avais au pinceau sur le bois des Vierges. Parce qu'en fait aussi j'aime bien à chaque fois que je commence un nouvel univers changer un petit peu de technique. Pour découvrir autre chose, continuer d'apprendre et surtout pas m'ennuyer à refaire la même chose. Alors les planches sont en couleur directe? Oui. D'accord. Oui. Quel format de la planche? Je travaille pas très grand, donc ça excède pas un format A3. D'accord. Léa? Alors pour les crocs, je fais mes ancrages au crayon de couleur. Oui. Avec un petit peu de lavis pour faire des ombres, et par contre la couleur est numérique avec un effet de texture crayon. Oui, on voit voilà. Effectivement, là on navigue un petit peu entre les différents albums, mais oui. Il y a effectivement un côté un peu crayonné sur certaines planches. Là tout à l'heure on avait on va la retrouver, c'est pas très grave. Sur la grande case, là il y a des très jolies matières. La grande case qui se passe dans la cuisine. Vous connaissiez oui, comme il y a un album édité chez Dargaud, oui, je l'ai récupéré. Mais oui, j'aime beaucoup ces effets de matière comme ça. Là, c'est très riche, très vivant. C'est gentil. Sur Elma, pour le coup, c'est mon premier album à la couleur directe où je me suis lancée. Essayer de faire plutôt à la gouache et au crayon. Et donc voilà, c'est aussi différent des crocs. L'apport de l'informatique dans la bande dessinée, important par rapport à la couleur, justement? Oui. Parce que c'est une autre sensation, bien sûr. Oui, complètement. Moi, en fait, ça m'a permis peut-être d'être plus à l'aise au début, de peut-être prendre plus de risques à la couleur. Mais je me rends compte que plus ça va, plus j'ai envie de retourner à la couleur directe aussi. Puisque je trouve que c'est vraiment... En fait, tout simplement, je trouve ça super agréable d'être uniquement sur papier. Ouais. Et de pas, à une étape, être uniquement sur écran. Ouais, on n'a pas les mêmes sensations sur voilà, c'est ça, exactement. Il y a les stylets, il y a tout ça, c'est pas du tout la même chose. Ouais, mais par contre, il ne faut pas se rater quand on est en couleur directe.
Oui, mais bon, quand on travaille depuis toujours comme ça, on se pose même pas la question. Tout est rattrapable de toute façon avec les techniques traditionnelles, donc c'est pas un souci. Moi, je sais que j'apprécie l'informatique pour tout ce qui est casse-pied en BD traditionnel, c'est-à-dire les bulles, les tours de cases, tout ce qui fait perdre en fait énormément de temps et qui finalement apporte rien au dessin parce que c'est juste de la mise en place, de l'écriture. Donc voilà, ça pour ça, je suis bien contente qu'il y ait l'informatique. Oui, c'est sûr. Donc il vous faut combien de temps? 2 ans pour faire un album à peu près, oui. C'est ça, hein? Oui, je prends mon temps, on va dire, pour peaufiner. Oui, ils sont souvent très attendus, d'ailleurs, vos albums. Je veux dire, ils sont même parfois un peu décalés. Voilà. Donc je crois que l'album, là, devait sortir, en fait, initialement en fin d'année dernière, oui, c'est ça? puis ça a été décalé pour Angoulême. Voilà. Donc, du coup, est sorti un album en noir et blanc? Oui, une version noir et blanc pour permettre aux lecteurs de voir un petit peu le travail sous les couleurs, tous les petits détails dans les décors et avoir une autre lecture du livre parce que la couleur sert vraiment d'élément narratif. C'est ça. Alors justement, c'était la question que je me posais par rapport à ce tirage, donc qui était tiré à 3000 exemplaires, qui est déjà épuisé, hein, ne le cherche pas, tu ne le trouveras pas. Mais c'était justement de dire, est-ce que c'est, comme la couleur est un élément finalement narratif très important dans cette série, est-ce que c'est utile de faire un épisode noir et blanc? Enfin, comment est-ce qu'on ressent ça? Vous, comme auteur, vous imaginez que votre travail est autant compris quand il est en noir et blanc qu'en couleur? Pour moi, c'est intéressant parce que comme en fait, c'est une étape qui disparaît, dont il n'y a plus de traces et finalement, il n'y a que moi qui les vois. C'était intéressant aussi de partager avec le lecteur cette étape de travail, donc le noir et blanc avant la mise en couleur, parce qu'en fait, il ne la voit jamais. Et ça a permis à certains lecteurs, d'en avoir discuté avec eux en festival, de redécouvrir ou de découvrir des choses dont ils ne se doutaient pas à la lecture de la version normale, quoi. D'accord. Et donc vous avez comme ça beaucoup de... Parce que c'est aussi Angoulême, on est à Angoulême, hein, rappelons-le, il y a énormément de dédicaces, et les dédicaces sont les rencontres avec les lecteurs. Et effectivement, donc les lecteurs vous parlent de ça, de votre... Enfin, ils analysent profondément votre dessin, vous discutez technique avec eux. Oui, ils ont le temps de tout regarder, ils ne le prennent pas vraiment pour lire l'histoire, ils le prennent vraiment pour regarder l'image. Et ils découvrent des petites choses cachées, des petits détails, à côté desquels ils seraient passés sur la version normale parce que emportés par la lecture de l'histoire. D'accord. Et donc la suite, parce que elle arrive quand je dis la suite, c'est dans 5-6 ans. Vous avez envie de faire des choses toute seule ? Oui, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, de pouvoir mettre en scène mes propres scénarios, ne serait-ce que pour cette liberté que ça peut apporter et de tout gérer du début à la fin. Ça doit être intéressant. Enfin, c'est aussi... ça fait un peu peur aussi parce que présenter un projet à deux, c'est vrai qu'on est plus fort que quand on présente quelque chose de tout seul. Et je pense aussi que quand on écrit, on est encore plus à nu que quand on dessine des scènes. Et ça, ouais, c'est un peu flippant aussi. Cette sensation-là, Léa ? Oui. Oui, en effet, je trouve que le doute s'insère beaucoup dans l'écriture d'un scénario. Et je suis très contente du coup d'avoir eu le prix ACBD parce que ça représente beaucoup pour moi puisque on a vraiment l'impression de un peu se jeter en pâture au début en disant comme j'ai tout fait, en fait la moindre critique me revient directement en fait à moi quoi. Et donc oui, ça c'est, mais au final moi je trouve ça intéressant quand même. Le seul truc, c'est que des fois j'ai l'impression d'être un peu seule à porter le projet à bout de bras.
il n'y a pas forcément... il y a évidemment l'éditeur avec qui on peut discuter, et heureusement, mais c'est vrai que je trouve ça sympa d'avoir un coéquipier ou une coéquipière qui puisse, avec qui on puisse partager peut-être les doutes ou ce genre de choses, quoi. Alors on parlait du prix ACBD, mais on pourrait peut-être parler, tu dois l'avoir en dessous, je pense que tu l'as là, du prix Artemisia qui a été remis il n'y a pas tellement longtemps. Absolument. Donc Artemisia défend la bande dessinée et la création féminine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prix, si on va parler de beaucoup de prix, mais c'est vrai que le Grand Prix qui était à la Lille. C'était avant Angoulême, c'était annoncé un petit peu avant. Il n'y a pas tellement longtemps, c'est vraiment puisque le prix est remis le 9 janvier, date anniversaire de la naissance de Simone de Beauvoir. Alors la question que je peux vous poser, est-ce difficile d'être une auteure? La super question, bien classique. Mais oui, mais quand même, la transition est faite avec Artemisia. mais en fait, je veux dire, quand on dessine ou quand on crée une histoire, on ne pense pas au fait d'être une femme ou pas. On a besoin de dessiner, on dessine et en fait, c'est le regard des autres qui nous rappelle que tout d'un coup, oui, finalement, tu es une auteure et pas un auteur. Mais lui, l'éditeur, ce qu'il voit, c'est le résultat. Le nom qui est en haut du bouquin, pour lui, n'a pas grande importance. Moi, j'ai toujours vécu ça plutôt comme une façon de se démarquer. Quand on est en festival et qu'on a toute une rangée de garçons qui dessinent, tout d'un coup, hop, il y a une fille qui sort du lot, au contraire, on crée la curiosité, donc les gens viennent voir, et moi j'ai toujours utilisé ça pour me faire remarquer, au contraire, voilà, ça m'a plutôt porté chance de ce côté-là. Ah oui, parce qu'on est à Angoulême, et c'est vrai que le prix a été remis à une femme. C'est la deuxième fois, simplement. Après Florence Sestac. Bon, il y avait Claire Bretéché avait eu un prix spécial pour les 15 ans de mémoire de festival. Mais c'est vrai que oui, c'est rare. Alors là, maintenant, ce sont les auteurs, donc depuis quelques années, qui votent pour un auteur. Donc on peut imaginer que voilà, il va y avoir une répartition un petit peu plus équilibrée, quoi. Ça devrait se faire dans les années qui viennent. Mais en tout cas, c'est un des événements. Bon, il y a aujourd'hui beaucoup de travail sur la parité, on va dire entre guillemets, même si ensuite, effectivement, ça dépend à la fois des gens qui vont s'inscrire dans les cours de dessin et puis du nombre d'auteurs qui arrivent à percer aussi, mais on voit avec le manga, c'est vrai, mais aussi dans le secteur jeunesse, il y a beaucoup d'illustratrices dans le secteur jeunesse. Et comme c'est un secteur qui est en plein bout aujourd'hui, il y a un retour comme ça de la féminisation du métier. Voilà, c'est très bien, c'est formidable. Et c'est vrai qu'il y a eu un côté, à un moment, on a vu que les auteurs ou autrices s'en plaignaient, que il y avait un côté un petit peu parfois un peu misogyne. Voilà, on a eu. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. C'est vrai que dans les festivals, compte tenu du nombre la répartition entre auteurs et autrices, on va dire comme ça, forcément, il y en a beaucoup moins. Mais il y a eu peut-être à un moment une forme d'abus parce que la bande dessinée était considérée comme très masculine. Enfin, moi, j'ai eu la chance de jamais vivre ou de ressentir ça. Après, ça dépend effectivement des cercles qu'on fréquente ou des endroits où on va. Mais en général, moi, j'ai jamais eu à souffrir de ça. Alors bon. Votre lectorat, quand que vous rencontrez là, quand vous faites des dédicaces, il est plutôt masculin, plutôt féminin, mélangé. Je sais pas comment vous le ressentez. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup d'hommes, mais je suis aussi assez contente d'arriver en fait à convaincre des femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ne lisent pas du tout de BD. Qui accompagnent souvent leur mari en dédicace et qui, en découvrant le dessin, réalisent que finalement, la BD, c'est pas qu'un type de livre, qu'il peut y avoir d'autres choses derrière et qui se font happer par le dessin, au-delà de la bande dessinée, qui sont intéressés par le dessin et qui se mettent à lire le livre à cause de ça. Et pour moi, à chaque fois, c'est une petite victoire. Parce que j'ai réussi à toucher des personnes que le monde de la BD n'intéressait pas au départ. Absolument, moi je comprends parfaitement. Et alors au niveau Léa Oui, pareil, même question. Quelle question, pardon c'est vrai qu'on en a posé pas mal. Là. Oui, il y en avait beaucoup. La répartition du lectorat par rapport à vos ouvrages, est-ce que... moi, c'est surtout des enfants. Oui, bien sûr. Et c'est très mixte. Alors, est-ce que en dédicace, en vente comme ça, ce sont les enfants qui viennent directement ou alors ils viennent avec les parents? Ça dépend.
Ça dépend. Pour Nora, c'était beaucoup de parents qui venaient avec leurs enfants, mais pour les crocs, comme ça s'adresse à un public un petit peu plus âgé, oui. C'est plutôt des pré-ados ou ados qui ont leur argent de poche et qui achètent eux-mêmes leurs livres. Ce que je trouve sympa, parce que c'est pas du tout le même rapport en dédicace quand il y a les parents ou pas. Oui. Ah oui, bien sûr. Puisque... Et puis après, même en dédicace, j'essaye toujours de surtout discuter avec les enfants. Les parents, c'est chouette, mais on sent que les enfants, pour eux, c'est complètement magique de voir un dessin en direct. Donc certains enfants se reconnaissent dans ces situations de difficulté, ils en parlent avec vous ? Oui, j'ai eu quelques enfants qui, en tout cas, avaient beaucoup d'empathie avec ce que les jumeaux vivent dans le livre. Et voilà, ça rappelle des comportements de collège et ce genre de choses dont je me suis inspirée, évidemment. Mais après, j'ai pas autant Nora, j'avais fait beaucoup d'interventions scolaires après. Là, comme il est sorti il y a pas très longtemps, j'ai pas eu l'occasion encore de beaucoup en parler. Mais en tout cas, c'était aussi, par exemple, le harcèlement scolaire, c'était clairement une thématique que je trouvais intéressante aussi à débattre peut-être avec des classes. Donc il y a eu des interventions sur les crocs ou pas? J'en ai eu 2 ou 3, ouais. La thématique de la mort aussi, elle revient régulièrement. Ouais, alors, oui, dans mes livres, oui. Oui, bah, ça doit être un truc qui me perturbe un peu comme beaucoup, je crois. Mais bizarrement, en fait, c'est pas vraiment ça qui les interroge. Je pense qu'ils trouvent ça assez intriguant, en fait, comme contexte. Ça leur fait pas vraiment peur. C'est un peu comme peut-être séries Chair de poule ou Fais-moi peur qu'il pouvait y avoir dans les années 90-2000. Et du coup, voilà. Oui, c'est plus éventuellement les situations de harcèlement scolaire qui amènent à la discussion plutôt que effectivement... l'approche de la mort. Complètement. Oui, les sorcières sont plus effrayantes. Hein, les sorcières sont beaucoup plus effrayantes. Même si ces enfants vivent dans un cimetière, ça reste à peu près tranquille. Oui, c'est ça. On a l'impression que même s'il y a un mystère, effectivement, que il peut pas se passer grand-chose. En tout cas, ils sont pas trop en danger. Alors que dans la jeunesse, les gens sont en danger. Alors c'est très flamboyant de mettre en lumière tout ça. Ça doit être formidable. Hein. Ah oui, on s'amuse bien. Hein. C'est Les sorcières, c'est un thème tellement porteur d'images, de légendes, qui ne s'est pas déguisé, qui n'a pas joué à faire de la magie ou des choses comme ça. Et non, c'est assez plaisant et jubilatoire justement de pouvoir recréer tout un monde, tout un univers comme ça. Et alors, il faudrait ajouter quand même... parce que parfois on en parle, et on en parlait avec Béatrice, le Complainte des Landes perdues, même s'il y a quelques analogies, a été élaboré avant le Trône de fer. Voilà, parce qu'un certain nombre de gens disent oui, mais c'est ressemblant. Oui, c'est ressemblant, mais Jean Dufault avait imaginé l'univers avant, hein, c'est bien ça. Voilà, oui, il avait écrit le premier Complainte, date de 93. Voilà. Ouais, d'accord, alors que nous, on a eu les traductions du Trône de fer en 96. Et le premier cycle va être remis en couleur, si j'ai bien compris. Oui, c'est en cours de route par Bérengère Marquebruck, qui avait déjà œuvré avec Philippe Delaby. Et comme ça, il y aura une unité, enfin pas vous, parce que c'est en couleur directe, mais il y aura une belle unité sur l'ensemble de la saga. Donc, pour nos lecteurs qui découvrent... c'est un incontournable, c'est formidable. Incontournable, oui. Les Complaintes, le tome 2. Tout à fait. En attendant alors, notons quand même, comme on l'a dit, qu'on peut lire le tome 1 et le tome 2 sans avoir lu les autres cycles. Les gens peuvent découvrir l'univers en commençant par le 1 et le 2, et plus si affinité. Mais ils ne sont pas obligés de relire tous les anciens pour pouvoir découvrir cette Et puis les crocs. Les crocs, Grand Prix de la jeunesse des critiques. De Léa Massé. Voilà, et puis dont on attend la suite aussi avec impatience. Il va falloir... Merci beaucoup d'être venus dans l'émission, Béatrice et Léa. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours à Saint-Angoulême, puisque c'est une série d'émissions, on va rester un petit moment. Une série d'émissions, reste à Angoulême, on va voir comment on organise tout ça. On sera à Angoulême, donc on vous fera signe pour vous montrer. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les box. Orange, Free et Bouygues, sur la chaîne YouTube, sur le site de BD Zoom, sur le site de Très Portrait, et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, allez, au revoir. Tiens, je remets mon chapeau. Allez, oui. Allez, hop, au revoir.